ne me connaissent pas. Ah oui, ok. Donc Yves Berthaud, apiculteur et TSA et membre du CA. Donc, je vais vous parler de la visite de printemps et quand on en a discuté en conseil d'administration, Marc Vincent, ici présent, nous expliquait qu'un apiculteur professionnel fait sa visite de printemps tout au long de l'année. Donc, ça m'a donné l'idée de modifier un tout petit peu l'intitulé. Mais pas que. Je vais vous parler alors, de calendrier des interventions, objectif des visites, évidemment, de celle de printemps. Je vais faire 2-3 points sur le problème de la thermique dans une ruche, de la consommation hivernale et du nourrissement. Ensuite, on va être plus dans le vif du sujet, le problème du recyclage de la cire et de la rotation des cadres, absolument important. L'organisation en amont et de la visite, ce qui suppose que si on a des langes graissées, il faut savoir lire le plateau. On a énormément d'informations. Les cadres de couvain. Puis après, il y a des études de cas. Je me suis basé sur la fiche qui existe, la fiche technique numéro 15 qui existe sur le site du GDSA. Vous aurez le PDF de la présentation avec tout ce que je vous présente et presque autant que je ne présenterai pas qui vous permettront d'avoir des informations complémentaires. Tous mes documents, quand je prends des photos et autres, il y a des sources d'articles, de sites, etc. Donc, il n'y a aucun souci pour trouver d'où viennent les documents. Alors, qu'on soit en apiculture conventionnelle ou bio, peu importe, des visites, ce n'est pas ça qui manque, que ce soit au mois de janvier quand on fait des traitements hors couvain, la visite de printemps, c'est plutôt en ce moment. Puis ensuite, il faut gérer l'essaimage des cadres à mâles, le miel, on refait des traitements en juillet-août et ensuite on prépare l'hivernage, le traitement en faisant partie. Puis il y a des moments où on ne touche pas et l'année se termine. Donc, des visites, il y en a quelques-unes dans une année. Sauf que il faut se donner un objectif quand on fait une visite et dire que se faire plaisir, voir si les abeilles vont bien, ça, ce n'est pas un objectif sérieux. Pourquoi ? Et c'est très courant, quand on a une ruche ou deux au fond du jardin, on a presque envie de les ouvrir, pas tous les matins, mais toutes les semaines. Il faut bien comprendre qu'une colonie, c'est un truc super compliqué. Donc, quand on ouvre, il y a du stress, il y a des perturbations et pas que thermiques. On peut éventuellement perdre la reine si on est maladroit, bon, même si, à mon avis, c'est quand même très, très rare. Le retour à l'équilibre thermique est très, très lent. Quand on fait la visite de printemps et qu'il fait à peine 20 degrés, la régulation thermique à 35 degrés pour le couvain, elle en prend un coup. Et puis la durée de la visite, c'est pareil. Il ne faut pas prendre son temps. Il faut que la visite soit la plus courte possible tout en étant compatible avec ce que l'on a à faire. Et donc, il faut aussi bien prendre en compte que les paramètres extérieurs, la température, le moment dans la journée, et puis on prépare. Alors, les objectifs de la visite de printemps sont nombreux. On va aller regarder le sanitaire, couvain, cadre, plancher, réserve de nourriture. On va gérer les cadres éventuellement, enfin, ce n'est pas éventuellement, on fait de la rotation des cadres et on met des cadres à bâtir, alors que ce soit avec barrette, avec cire gaufrée, peu importe. Alors, j'ai bien mis remplacement éventuel de matériel. À titre personnel, ce n'est pas à la visite de printemps que je change un corps de ruche. En général, il ne fait pas assez chaud, même si on fait ça début avril. On le voit bien en ce moment. Et puis, on peut avoir des objectifs de préparer une division. Donc, peut-être qu'on va faire un nourrissement spéculatif ou autre. Là, ça dépendra de vous. On peut faire de l'élevage de rennes. Enfin, bon, bref. Il y a des dispositions à prendre en fonction de vos objectifs. Je ne vais pas me placer dans ces cas particuliers. Alors, je rappelle quand même que une colonie, si on prend une dadandicadre qui est assez standard, peu importe, en ce moment, c'est 10 000 abeilles, ça peut monter à 50-60 000, puis après, ça redescend gentiment. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et ça, moi, j'ai mis longtemps à trouver les informations, ce que vous allez avoir dans votre ruche, là, en ce moment, où il y a 15 jours, pour ceux qui ont déjà fait la visite, c'est très conditionné par ce qui va se passer au mois de juillet, août, septembre, tant en termes de traitement, de nourrissement que de naissance d'abeilles d'hiver.
Alors, j'ai trouvé un article qui est un petit peu vieux, qui vient, je crois, d'une revue suisse, qui est, vous l'avez dans le transparent précédent. En fait, ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est de marquer 100 abeilles à différents instants. Vous voyez, mi-juillet, mi-août, etc. Et puis, en ouvrant la ruche à différents moments, ils ont noté le nombre d'abeilles restantes. On voit très clairement que les abeilles nées mi-juillet sont toutes mortes début août, enfin, pardon, début septembre. Par contre, des abeilles qui naissent début août, eh bien, pour une très faible part, on en retrouve mi-février. Et évidemment, celles qui naissent début septembre, là, on en retrouve un petit peu plus jusqu'au mois d'avril. Alors, ça donnait dans les années 77-78 une durée de vie de l'ordre de 5-6 mois. Bon, il semblerait qu'elle ait diminué, mais je n'ai pas retrouvé d'études. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que la visite de printemps, c'est par là. Eh bien, par là, les abeilles d'hiver, elles meurent en grande masse. Les abeilles de printemps, elles commencent à naître, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, moi, j'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois que je fais cet exposé, de dire que quand vous allez faire votre visite de printemps, c'est double précaution parce que vous êtes dans une maternité, il y a des abeilles qui naissent, et puis un peu dans un EHPAD où il y a de la mortalité à gogo. Donc, on est très précautionneux. Alors, on a envie d'avoir des colonies qui sont en vie quand on fait la visite de printemps. Le réflexe numéro 1, c'est d'isoler à mort, c'est-à-dire en hiver. Alors, est-ce que c'est une si bonne idée? Je vais quand même vous en dire 2 mots. Si vous regardez le site de Frédéric Allemand, Fred l'apiculteur, qui est en Belgique, il s'est amusé récemment à montrer ce qui se passe avec 2 colonies de force identiques dans des dadandicadres, sans isolation du toit, avec isolation du toit. Alors, on voit ici une grappe qui se dégrappe partiellement. On se dit c'est plutôt bien, il y a plus d'échanges, elles vont facilement se déplacer. Et on peut être tenté de généraliser l'isolation. Est-ce que c'est une si bonne idée? Vous allez voir que non. Alors, ça, c'est moi, j'ai des ruches chez un ami qui a un appareil photo qui a un capteur infrarouge. Et donc, de temps en temps, tous les mois, il me fait une photo qui permet de voir qu'il y a du jaune sur un fond bleu. Donc, mes colonies sont en vie. Je ne vais pas plus loin dans l'analyse. Ça me suffit pour savoir que j'ai de la chaleur à l'intérieur. S'il y a de la chaleur à l'intérieur et que j'ai du jaune, ce qui apparaît, c'est évidemment qu'il y a des pertes. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ces pertes? En fait, soit on regarde la production de chaleur liée au métabolisme des abeilles, soit on regarde la chimie du sucre, soit on fait une analyse classique thermique du bâtiment, soit des choses plus sophistiquées, je ne vais pas en parler. Ça, c'est un truc très récent, 2020. En fait, vous prenez une grappe, on imagine par la pensée que c'est une sphère, peu importe. En fait, vous voyez bien sur les images thermiques des points blancs. J'espère que vous les voyez apparaître. Ça, c'est les abeilles radiateurs. Vous avez des abeilles ventilateurs, et puis on voit clairement, mais ça, on a l'habitude de le voir, on a les abeilles, j'allais dire, polystyrène, qui elles sont aussi efficaces que plusieurs centimètres de polystyrène si on regarde les données. Donc, une grappe, c'est un organisme en hiver qui, avec l'évolution, a appris à se défendre. Bon, la chimie du sucre, je vais rapidement vous en parler. J'ai utilisé des données qui viennent de Jean-François Patingre du Val d'Oise. Et puis, ça, je ne vais pas vous en parler, mais vous voyez, c'est une conférence API Mondia, des collègues français avec qui j'ai discuté. On commence à avoir des chercheurs qui sont capables, mais c'est super compliqué, de prendre en compte le plus possible des choses qui se passent dans une ruche, la convection, le rayonnement. Bon, évidemment, ça fait plein de paramètres, et l'environnement. Alors, si on regarde le métabolisme des abeilles, dans les années 60-70, il y a eu pas mal de chercheurs qui ont en gros pris des abeilles, qui les ont mises dans des bouteilles thermos, des microcaloromètres, et qui ont mesuré le dégagement de chaleur, pour faire simple. Et ils en ont déduit la production en milliwatts par gramme. Alors, ce ne sont pas des abeilles d'hiver, mais vous voyez qu'on peut avoir 10 milliwatts par gramme pour une abeille, une ouvrière en pleine nuit, donc elle est au repos. Et si on prend 100 abeilles, il y a un effet de grappe,
c'est 100 milliwatts. Donc, ça me donne 1 milliwatt par abeille et par gramme. Ce qui fait que si on prend simplement ces données en disant une grappe hivernale, c'est 10 000 abeilles, on multiplie soit par 1, soit par 10 milliwatts, sauf que c'est par gramme ici, mais une abeille, c'est 0,1 gramme, en gros. Eh bien, je vois que la puissance de chauffe de ma grappe, elle est de l'ordre de 1 ou de 10 watts. Peut-être que c'est 15, peu importe. J'ai l'ordre de grandeur, c'est une ampoule à filament de 10 watts. Moi, je m'étais posé la question, je ne savais pas de combien ça chauffait. Si on regarde l'autre bout, à savoir la chimie du sucre, bon, on sait tous qu'une colonie, pour qu'elle hiverne à peu près correctement, il lui faut au moins 12 kg de miel ou de sucre, sûrement un petit peu plus. J'ai pris 12 parce que ça va me simplifier les calculs. 12 kg de miel, c'est 10 kg de sucre, puisqu'on a à peu près 80% de sucre dans le miel. Et puis, quand on fait simple, les sucres dans le miel, c'est essentiellement du glucose et du fructose. Bon, il y en a d'autres. Enfin, quand on a pris glucose-fructose, on a déjà 80% des sucres. Et la chance qu'on en a, c'est que glucose et fructose, c'est strictement la même formule chimique. C'est 6H12O6, ce n'est pas les mêmes liaisons, mais peu importe. Pour ce qui m'intéresse, c'est pareil. Alors, du sucre, on en mange, on avale de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique, on transpire de l'eau et ça chauffe. Les abeilles, c'est pareil. Si je prends 10 kg de sucre et que je fais les calculs, en fait, il faut à peu près 40 mètres cubes il me faut 10,7 kg d'oxygène, on va dire que c'est 40 mètres cubes d'air. On rejette 15 kg de gaz carbonique, donc ça fait beaucoup de mètres cubes d'air, histoire de vous dire qu'il faut gérer la ventilation. Les abeilles rejettent 6 kg d'eau, ça fait 6 litres, et il y avait 2 litres d'eau dans le miel, donc ça fait 8 litres d'eau, donc il y a de l'eau à gérer. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est des 156 millions de joules, ce qui fait beaucoup de calories. Ces 156 millions de joules, c'est l'énergie qui va être dégagée pour la consommation des 10 kg de sucre pendant tout l'hiver. Alors, on va supposer que l'hiver, c'est 5 mois, pour faire simple. 30 jours, 24 heures, 60 minutes, 60 secondes, on fait le calcul, ça fait 12 watts. En moyenne, ma grappe qui aura consommé ces 10 kg de sucre, elle aura 12 watts à dépenser. Et donc, vous voyez qu'on retrouve l'ordre de grandeur précédent. Et c'est un calcul indépendant. Alors, évidemment, s'il fait beau, elle va moins consommer et puis elle va moins dissiper. S'il fait froid et que la grappe est suffisamment nombreuse, elle va être capable de dissiper 30 watts. D'où l'importance de faire hiverner des colonies suffisamment populeuses. Même si dans des ruchettes, moi j'hiverne sur 3 cadres, des essaims que je fais fin août, mais il faut faire attention. Alors maintenant, ces watts, ils vont se dissiper, on l'a vu, essentiellement par conduction. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on gagne si on ferme le plancher? C'est la tentation qu'on peut avoir. Est-ce que des partitions isolantes, voire réfléchissantes, c'est si efficace que ça? Et puis, certains mettent une coque de polystyrène sur toute la ruche. Est-ce que c'est vraiment astucieux? Alors, je vous passe les détails, mais Jean-François Patingre s'est amusé, vous voyez, il est du 95, à prendre une ampoule et à mesurer la puissance de 18 watts, en gros, et puis il a mesuré la température à l'intérieur et juste à l'extérieur. Donc, il était capable d'avoir des tas d'informations. Alors, je vais directement… Alors, oui, pardon. Le plancher isolé, c'est en gros un bout de métal réfléchissant, mais on laisse évidemment de la place pour gérer la ventilation. On incline la ruche pour que l'eau s'écoule, et puis les partitions chaudes que vous connaissez sans problème. Alors, le bilan, c'est que si on ferme le plancher en laissant un peu d'aération, on économise 25% de chaleur, c'est-à-dire qu'on soulage la grappe. Les partitions isolantes, en fait, elles isolent la moitié du pourtour à la louche, donc ça fait 16%. Les partitions réfléchissantes, ça n'amène strictement rien, contrairement à tout ce qu'on vous raconte. Le revêtement est tellement fin que en termes de conduction, ça ne change rien. En plus,
c'est bien gentil de dire on met un petit bout d'aluminium anodisé, etc. Il va réfléchir les infrarouges à la condition que ça soit super propre. Au bout de 2 hivers, c'est super pas propre. Donc franchement, en gros, ça ne sert pas à grand-chose, sauf éventuellement à ce que les abeilles ne viennent pas grignoter le polystyrène. L'isolation par l'extérieur, en gros, vous rajoutez 3 cm partout, bah, évidemment, vous gagnez 50%. C'est l'isolation à 1 euro hein, qu'on a dans les maisons. Sauf que si j'isole l'intégralité, je vais avoir 2 problèmes. Jean-François Patingre met une photo où, sur des nourrisseurs Nico, il suggère d'isoler. Vous allez regarder dans leur revue du CARI 2009, ils disent surtout pas. Et pourquoi il ne faut surtout pas isoler complètement? Tout simplement parce que les 10 litres d'eau, enfin 8 litres d'eau qui se condensent, il faut qu'ils se condensent sur un point froid. Et si vous isolez tout, le point froid sera en dessous du nourrisseur, et donc vous allez avoir des abeilles qui vont être aspergées d'eau de condensation qui n'est pas très chaude. Donc, ce n'est pas une bonne idée, même si intuitivement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et deuxième mauvaise idée, c'est qu'il y a quand même eu quelques milliers d'années d'évolution, et quand on regarde le métabolisme des abeilles en watts par kilo d'abeilles, donc 10 000 abeilles, c'est pile poil la grappe qui hiverne, on s'aperçoit que si elles ont un minimum de métabolisme autour de 5, 6, 7 degrés. Si on isole beaucoup, on va assez facilement monter à 10, 12 degrés dans la ruche. On se dit, c'est bien, elles sont chauds. Parce qu'on pense que c'est comme nous. Non, parce que si vous montez à 12, 13 degrés, elles vont passer de 7 watts pour 10 000 abeilles, et on retrouve exactement l'ordre de grandeur de tout à l'heure à 12, 13. Vous allez doubler. Donc, elles vont consommer 2 fois plus de sucre, et elles n'auront pas les réserves. Et puis, on ne saura pas pourquoi elles sont mortes. Et puis, si, il y aura évidemment plus de grappes. Potentiellement, il peut y avoir de la reprise de ponte très rapide. Et quand vous allez faire vos traitements hivernaux, vous serez embêté parce que peut-être qu'il y aura du couvain. Conclusion, et Langstroth en 1850 avait dit, non, il avait expérimenté, on fait hiverner une colonie avec un toit et du grillage, ça ne pose pas de problème si elle est suffisamment forte. Donc, laissez les abeilles se mettre en grappe, isolez le toit, mettez vos 2 partitions chaudes qui ne sont pas plus efficaces que 2 cadres étirés vides au sens plein d'air. L'air est plus isolant que le polystyrène, à la condition qu'il soit immobile. Et puis en avant. Et puis vous mettez votre plateau au 15 février si vous avez envie. Alors, on a la même angoisse avec la consommation. Si vous regardez des documents de Christophe Roy, qui est un vétérinaire qui publie pas mal, c'est un apiculteur, il y a une courbe intéressante. De plus en plus d'apiculteurs achètent des balances. Bon, moi, j'en ai aucune envie. Vous avez la courbe d'évolution de la masse d'une ruche entre midi et midi le lendemain. On s'aperçoit que la masse augmente de 3,7 kg entre midi et le soir. Elle diminue de 700 grammes pendant la nuit et elle diminue entre, mettons, 10 heures et midi de 1,6 kg le matin. Alors, 1,6 kg, on se dit, c'est les abeilles qui partent travailler. Ça fait 16 000 abeilles. Sauf que si c'est 16 000 abeilles, elles ont le ventre vide. Une abeille qui part travailler, elle prend des réserves, en gros, un moitié de jabot, donc ça plutôt 10 000 abeilles qui partent au travail. Raison pour laquelle, quand on fait sa visite de printemps, autant la faire quand il y a moins de monde à l'intérieur. La recherche de reine sera plus facile, etc. Donc, plutôt après-midi. Ce qui veut dire que la veille, ce n'est pas 3,7 kg de nectar et de pollen qui sont rentrés dans la ruche, comme c'est écrit ici. C'est 3,7 kg moins les abeilles, si on suppose que c'est à peu près les mêmes, qui sont rentrées dans la ruche. Donc, il y a à peu près 2,7 kg de rentrée, à plus ou moins de 300 grammes. Et alors,
L'autre difficulté, c'est bien beau d'avoir des balances, mais les analyses sont compliquées parce que la nuit, on perd 700 grammes. Mais alors, si on se dit c'est les abeilles qui mangent, elles vont manger 20 milligrammes. Ben non, parce qu'en fait, elles ventilent et vous avez toute la perte d'eau du nectar. Et ça, on est parfaitement incapable de l'estimer avec une seule ruche. On peut, mais il faut avoir plusieurs ruches. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez entre le 1er et le 15 février, pour 2 ruches, vous avez des cours parallèles, une perte de masse de 2 kg en 15 jours. Donc 1 kg par semaine, 4 kg par mois, à cette époque de l'année. Ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui est consommé. Alors, pour ces ruches, à la position où elles sont et pour la race d'abeilles donnée, qui n'est pas d'ailleurs spécifiée dans l'article. Alors, c'est là où j'arrive, mine de rien, à ma visite de printemps. Si je prends du 1er février au 1er avril, la visite de printemps sera par là. Le prunellier a fleuri, vous avez la certitude, pour les variations. Le saule-marceau, c'est terminé, le pissenlit arrive. Eh bien, regardez la masse des ruches. À part celle-ci qui commence à remonter, elle continue à diminuer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a plus d'abeilles d'hiver. Il y a quelques abeilles de printemps qui ne sont pas les plus en forme, parce que les abeilles de printemps, les premières, ont été nourries par des nourrices qui correspondent à des abeilles âgées redevenues nourrices. Et la régulation thermique du couvain, elles ont fait ce qu'elles ont pu, les abeilles, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Raison pour laquelle vous avez un organisme fragile. Et si, alors, on est obligé de prendre plusieurs courbes, je m'intéresse à la prise de masse vraiment en Belgique, vous voyez que c'est autour du 10 avril, en gros c'est maintenant qu'il y a vraiment une augmentation significative. C'est maintenant au sens de 2018. Donc, quand vous allez faire votre visite de printemps, vous pouvez avoir des colonies qui sont en souffrance et en carence, soit de nectar et de miel, et encore plus de pollen. Donc, il faudra être vigilant là-dessus. Voilà. Et donc, quand vous faites votre visite de printemps, il faut avoir tout ça en tête, de mon point de vue, pour bien comprendre qu'on y va délicatement. Alors, on insiste beaucoup sur la rotation des cadres et le recyclage de la cire. Bon, alors, si vous lisez des articles, la Gazette Bio, Baruch en pot, les bougies faites avec la cire d'abeille, c'est pur, c'est merveilleux, c'est parfait. Bon, ce sont des âneries parce que je n'ai pas voulu mettre un gros mot. Il suffit de lire soit des comptes rendus de la Direction générale de l'alimentation, soit des rapports de la Fédération de l'apiculture biologique. Alors, on a les problèmes d'adultération des cires. On va dire que c'est plutôt en train de disparaître en France. Mais on a surtout un autre problème. Bon, la cire, initialement sécrétée par les abeilles avec un rayon d'1 ou 2 jours, c'est blanc, c'est rapidement jaune et ça devient noir. Ça devient noir au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Si on fait des coupes et qu'on regarde ce qu'il y a dans cette cire-là, alors premièrement, il ne reste plus beaucoup de cire. Donc, ces cadres de corps marron, noir, vous les mettez à la poubelle. Si vous regardez à l'intérieur, c'est une coupe que j'ai trouvée sur ce forum. Vous avez des grains de pollen, vous avez des traces de déjection et évidemment, s'il y a des grains de pollen, il peut y avoir des spores et il peut y avoir, comme la cire est un corps gras, tout un tas de cochonneries. Les cochonneries, c'est tous les produits chimiques. Allons regarder une publi très récente de 2020. Ils se sont amusés à les tester pour différentes cires. Je vais vous montrer une autre courbe. Tout un tas de produits chimiques. Je vous ai fait un zoom. Alors, amitrase, tofulvinate, OK. Si on est en apiculture conventionnelle, on s'attend à les retrouver. Puis après, il y a tout un tas de trucs. Bon, pour moi, c'est des gros mots. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce n'est pas forcément sympathique. Alors, la courbe la plus intéressante, c'est celle-ci. Vous avez un histogramme avec le pourcentage d'échantillons contaminés par type de cire en fonction du nombre de résidus trouvés dans chaque échantillon. Alors, le type de cire, c'est la cire recyclée. Franchement, ça n'a aucun intérêt. La cire d'opercule, la cire de haut, c'est la cire de corps. Alors, 12 pesticides. On s'attend bien à ce que ce soit la cire bas de gamme qui les ait. 11 pesticides, on voit de la cire de corps. Ça ne nous choque pas.
10 pesticides, on voit de la cire de hausse. Ben, franchement, je ne l'aurais pas dit, moi. Et le plus surprenant, c'est que 8 pesticides, vous voyez arriver le gris, qui est la cire d'opercule. Et puis, 7, 6, 5, etc. Vous voyez que la cire d'opercule, pour l'analyse qui a été faite, eh ben, c'est loin d'être miraculeux. Et alors, quand vous achetez de la cire dans un magasin, peu importe lequel, cire d'abeille gaufrée d'opercule, il vous rajoute bio. Je peux vous certifier que si vous demandez les certificats d'analyse, elle sera beaucoup moins bio. Donc, faites attention, celle-ci est à peu près à 45 € le kilo. Si vous achetez de la cire à 20 € le kilo, on vous dira qu'elle est cire IO, ionisée. Bon, ionisée, ça veut simplement dire qu'elle est passée au rayonnement gamma et que le rayonnement gamma détruit toutes les spores de nosémose, locke américaine, acosphérose, etc. Par contre, les produits toxiques sont là. Conclusion, de toute façon, c'est un gros problème, même en apiculture bio, parce que les produits chimiques, il y en a dans l'air et ce n'est pas si simple. Donc, il est fondamental de faire de la rotation des cadres. Et alors, j'étais sûr que j'allais trouver ça sur une autre étude. L'autre surprise de cette étude est le taux de thymol particulièrement présent dans l'ensemble des cires. Les cires, c'est des cires de corps ou d'opercule. On trouve du thymol, et puis dans 20 ans, on va trouver de l'acide oxalique et de l'acide formique. Je suis prêt à le parier. Et puis, on commencera à se poser des questions. Donc, dès qu'il y a des intrants, quand bien même on est en apiculture bio, je ne suis pas chimiste, mais enfin, la cire, c'est un corps gras, ça a beaucoup d'affinité avec tout ce qui traîne. Peut-être qu'on aura des soucis. Alors, ça veut dire que c'est compliqué de gérer le varroa et que le bio n'est pas nécessaire, c'est évidemment infiniment mieux, mais ce n'est pas si simple que ça d'affirmer qu'il n'y a pas de traces dans les cires, ce qu'on entend très souvent. C'est faux. Alors, la rotation des cadres, il faut la faire. C'est très simple. Vous voyez qu'une cire noire, c'est 13 à 15 générations d'abeilles. Jaune, c'est 0,1 et ça devient très, très vite brun noir. Noir, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il faut retenir qu'en 3 années, il faut avoir renouvelé toutes ces cires. Et on les met à la poubelle. Alors, imaginons une dadandie cadre avec des cadres numérotés de 1 à 10. On est au printemps 2021, donc on a un nid à couvain qui prend de la place. À l'automne, il se réduit. On en profite pour mettre des partitions chaudes, ce qui permet d'éliminer les cires noires. Alors, si elles sont pleines de miel, vous pouvez les garder pour, si ça vous amuse. Bon, franchement, il faut réfléchir. Vos partitions, vous les mettez en 1 ou en 2, ça dépend. N'hésitez pas à resserrer, à titre personnel, toutes mes colonies hivernent sur 7 ou 8 cadres, jamais plus. Ce n'est pas grave d'hiverner sur 6 cadres, ça marche très bien. Alors, vous fabriquez vos partitions si vous avez envie. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire votre visite de printemps? Il ne faut pas espérer trouver, sauf cas particulier, 8 cadres de couvain. Donc, vous enlevez votre partition chaude, vous décalez les cadres 2, 3, 8, 9 dans la configuration dans laquelle on est. Vous insérez des cadres à bâtir, alors avec cire gaufrée ou pas, peu importe. Pas trop loin, juste en bordure du nid à couvain. On pourrait éventuellement les mettre juste à côté, en 4 et 7. Ensuite, quand vous allez nécessairement refaire une visite au mois de mai, au mois de juin, votre nid à couvain prendra toute la place. Vos cires introduites précédemment, vous les mettez au centre, d'accord, en 5 et 6. Et vous en profitez pour remettre de nouvelles cires à bâtir. Il n'y a aucun problème. Vous les mettez au même endroit ou à côté. Au mois de mai-juin, on peut couper le nid à couvain, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas le faire au début. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on arrive au printemps, à l'hiver, on a 4 cadres nouveaux, des vieux cadres. L'année suivante,
Eh bien, je suis dans la configuration où j'ai les 4 cadres qui ont déjà une année, les nouveaux cadres, et puis ces deux-là qui vont disparaître. En 2 années et demie, on a renouvelé tous les cadres. Alors, le conseil que je donne, mais ça, franchement, chacun fait ce qu'il veut. On voit bien que les cadres nouveaux ici sont ceux-là. À titre personnel, je mets une petite bande de peinture qui correspond à la couleur de l'année, la couleur de l'arène. Ça a 2 avantages pour moi. C'est que, premièrement, c'est un repère visuel qui est immédiat à lire. Et deuxièmement, si jamais je discute parce que j'ai des collègues qui veulent voir ou les gens chez qui j'ai des ruches qui viennent discuter, je sais, moi, que je mets systématiquement les marques à l'arrière et je n'inverserai pas mes cadres. Ça peut arriver. On fait toujours des bêtises quand on explique aux gens parce qu'on fait un peu moins attention. Alors, maintenant, si on est dans la visite, j'y étais déjà, hein, ça se prépare en amont. Alors, si vous êtes en bio, vous n'avez pas le droit à l'eau de Javel. Des gants, je vois beaucoup de gants en cuir niet, parce que le cuir, ça ne peut pas se nettoyer. Bon, vous amenez tout votre matériel. Ça, on va en discuter tout à l'heure. L'intérêt du chalumeau, c'est que ça peut permettre de stériliser le lève-cadre quand on passe d'une ruche douteuse à une autre. Alors là, j'ai pris un extrait de Jean Ruyondet dans un exposé qu'il a fait en 2017, justement au Val d'Oise, et il insiste sur la prophylaxie sur les vêtements. Alors, il n'a pas tort parce que quand on fait des visites ou quand on se promène, des fois, on voit des combinaisons qui sont presque aussi noires que les cadres noirs. Un professionnel, il conseille que la combinaison soit lavée toutes les semaines et pour nous, c'est de l'ordre du mois. Et il insiste, proscrire les gants en cuir. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on s'habitue. Et il dit, changer 3 à 4 de corps ou plus par an. Donc moi, quand je vous dis 4, vous voyez, Jean Ruyondet, lui, il dit, allez-y. Bon, l'eau de Javel. Alors, ça, je ne vais pas le commenter. Vous le trouverez dans la fiche technique numéro 15 sur le site, la visite de printemps. Je vais le dire d'une autre façon. Il y a plein d'informations très, très intéressantes sur cette fiche. Alors, quand vous allez arriver sur votre rucher, il faut évidemment avoir son carnet de suivi. Bon, moi, je note les informations sur les toits, on prépare son enfumoir, on a l'historique de la colonie. On observe évidemment les ruches parce que la visite de printemps, on ne commence pas par la ruche numéro 1 pour finir par la ruche numéro 10. Ça, je dirais, c'est un peu stupide parce que si la ruche numéro 1 est celle où manifestement il sort une abeille toutes les heures alors qu'à côté c'est 10 abeilles à la seconde, c'est peut-être la ruche numéro 1 un souci. Si elle a un souci avec une maladie, si on est un peu moins vigilant, on risque d'amener la maladie via le lève-cadre, etc., sur les autres ruches. Donc, on termine systématiquement par les ruches qui nous semblent les moins dynamiques. Donc, on passe un petit peu de temps à observer. On lit le tiroir, je vais vous montrer, et puis après, on commence la visite. Alors, le tiroir, ou l'ange graissé, c'est, et je l'ai montré à Alain et Véronique Duchâteau, j'ai fait la visite de printemps chez eux il y a quelques temps, on peut avoir énormément d'informations. Bon, on trouve évidemment la trace de la colonie via tous les petits déchets qui tombent entre les cadres. Alors, si on voit tout un tas de trucs comme ça, c'est clairement que les abeilles vont désoperculer, elles font tomber du sucre. Peut-être que ce sucre-là, il est trop sec, qu'elles ont du mal à le manger. L'autre jour, avec Véronique et Alain, on a clairement vu des écailles de cire. Ça se voit très, très bien. Si on voit des écailles de cire, c'est que les cirières se mettent au travail. C'est probablement qu'il faut operculer. Donc, on se dit, la ponte a repris. Par contre, quand on voit ces petits machins, c'est moins sympa. Ça, c'est des crottes de fausse teigne. Donc, on sait d'emblée qu'il y a probablement un petit souci qui n'est pas forcément dramatique. Parfois, on voit des trucs comme ça, des débris là. Ça, c'est clairement qu'il y a un souci
parce que potentiellement, c'est de la pénurie de nourriture et c'est des abeilles qui vont aller manger des larves ou autres. Et ça, c'est des déchets qu'on ne doit pas voir. Bon, là, c'est sans commentaire. Il y a des problèmes de diarrhée. Et puis, des fois, on peut voir des œufs. Alors, on est content parce qu'on se dit, OK, la reine se pond. Sauf que quand on en voit un peu trop, ben, c'est peut-être que la ruche est bourdonneuse. C'est probablement que des ouvrières se sont mises à pondre. Donc, sans même ouvrir, on a des informations sur ce qu'on va trouver. Voilà. Et puis, les opercules, ben, on les voit très, très facilement. Moi, je les ai vus dans mes visites. On les voit bien. Bon, parfois, on voit des trucs comme ça. Je vais en reparler après. Là, il y a un problème de maladie, pas forcément dramatique. Et puis, si vous avez ça, ben, alertez, demandez conseil. Même si c'est en une semaine, à cette époque de l'année, ce n'est pas normal. Donc, idem, on doit faire des comptages de varroa et on doit observer et tout de suite regarder, enfin, estimer rapidement à l'œil le nombre de varrois qui sont tombés en une semaine, si vous avez laissé une semaine. OK. Donc, une fois qu'on a lu l'ange, bon, évidemment, on ouvre, on pose le toit à l'envers, on ne met rien par terre. Certains sites disent qu'il faut encager la reine. Franchement, à part l'abîmer, je ne vois pas l'intérêt. On fait attention. À titre personnel, je viens avec des planchers d'avance. Bon, moi, j'ai des planchers Nico, ça me simplifie la vie. Et ça me permet d'aller plus vite parce que en ce moment, il ne fait pas très chaud. Et même quand il fera 15, 16, 17 degrés, c'est un peu limite. Et ce n'est pas à ce stade que je fais les changements de corps, les nettoyages, où ça prend du temps. Ça, je le fais plus tard. Idem, c'est pour des problèmes de gestion de la température. Alors là, j'ai utilisé deux sites. L'un sur lequel j'ai pris des photos, l'autre sur lequel j'ai pris le commentaire. Et c'est des sites de Rucher École, hein, ou GDSA. Bon, là, il n'y a rien à dire. Tout est nickel. Ça se corse un petit peu après. Très souvent, on conseille d'utiliser une balayette. Alors, il est marqué, procédé de même sur les suivantes, on stérilise, y compris la brosse. Bon, qui le fait? À mon avis, personne. Et puis, même si vous le faites, vous aurez de l'eau fraîche et ensuite, vous allez asperger sur vous allez balayer des abeilles avec une brosse qui sera froide. Donc, franchement, je le déconseille. Le fait de mettre un truc comme ça, là, un tapis, ça part d'une bonne intention, ça limite le refroidissement. Sauf que ce tissu va être promené de ruche en ruche et celui-là ne sera pas stérilisé. Donc, à mon avis, c'est niette. Soit vous avez une feuille plastique sur votre ruche, soit un couvre-cadre. Il ne faut surtout pas promener un truc d'une ruche à une autre, comme c'est suggéré ici dans ce site. Et puis, quand vous voyez sur le même site un truc comme ça, bon, moi, ça me fait hurler parce que ça doit être des feuilles d'oseille, au motif qu'il y aurait de l'acide oxalique dans l'oseille. Non, non, il y a de l'oxalate de calcium. Donc ça, c'est la garantie que la ruche va mourir dans pas longtemps parce qu'on ne maîtrise rien. Hein, donc, des produits avec AMM et puis basta pour ceux qui… Alors, qu'on soit en bio ou pas en bio. On ne s'amuse pas à faire des trucs comme ça. Évidemment, on ne pose pas les cadres par terre pour ensuite les remettre dans une autre ruche. D'accord? Donc ça, c'est non. Donc, on fait attention. Alors, je vais vous montrer… alors là, je ne sais plus, est-ce que ça marche? Ah ben non, ça ne marche pas. Zut. Alors là, ça ne marche pas. OK, bon, ben, vous regarderez chez vous. C'est un apiculteur professionnel qui est dans l'Ain. La thématique, c'est visite de printemps. Alors, il y a deux choses que je voulais vous montrer. Vous regarderez à 30 secondes, il fait comme tout le monde, il donne un coup sec pour faire tomber les abeilles et ça remplace la brosse. Par contre, vous irez voir à 3 minutes et quelques, il soulève un cadre, il enlève sa lanière sans état d'âme et en disant je vais en trouver une deuxième. Et on est au printemps, c'est un professionnel dans l'Ain. Histoire de dire que on essaye de donner plein de conseils à des amateurs que nous sommes.
Et vous voyez des vidéos de professionnels qui ne sont pas top. Et il n'y a aucune raison que dans l'un, il y ait des lanières, parce que manifestement, ils laissent les lanières tout l'hiver. Donc faites attention, si vous apprenez via des vidéos, toutes ne se valent pas. C'était ça mon discours. Ah bah si, voilà, je vais quand même vous le montrer. Alors, on va aller à, de mémoire, c'est 34 secondes. Voilà, hop, et en avant. Voilà, hop, ça c'est un coup de balayette, c'est largement plus efficace. Et puis, de mémoire, c'est à 3 minutes parce que j'ai révisé. Quatrième, j'ai enlevé la lanière. On en met deux par ruche. On en met deux par ruche et on les enlève au mois d'avril. OK. Donc, voilà. Hein. Bon, ça peu importe. Donc, effectivement, ce que nous disait Marc Vincent, qui travaille avec un apiculteur professionnel, il est clair que s'ils ont 400 à 500 ruches, ils ne vont pas faire une visite de printemps avec 15 ou 20 minutes par ruche. Ils font les choses tout au long de l'année parce que ça prend du temps. D'accord? Bon, nous, on n'a pas la même problématique. Bon, ça, je vous irai regarder. Je vous ai fait 2-3 sélections de vidéos qui me paraissent pas mal. Hein, mais, voilà. Alors, quand est-ce qu'on ouvre? On n'ouvre pas le 15 mars à 14 h parce qu'il a été marqué qu'on ouvrait le 15 mars à 14 h. Non, non, on ouvre en début d'après-midi parce qu'il y a moins de monde et à la condition qu'il fasse suffisamment chaud. Moi, j'ai plutôt envie de dire plus près de 20 degrés que de 15, pas de vent, etc. Et on ouvre les ruches les plus actives en premier. Alors, il y a un autre point qui me semble important pour la visite de printemps, c'est être capable, alors ça demande un petit peu de formation, mais être capable rapidement de se faire une idée de l'état sanitaire. Alors ça demande quand même un peu de travail personnel. Bon, des petites bêtes dans les abeilles, ce n'est pas ça qui manque, ou des grosses bêtes. Si je vais vous proposer, je vais vous montrer 4 ou 5 photos dans lesquelles on aura de la fausse teigne, couvain tubulaire, de la loque européenne américaine. De temps en temps, on a des colonicènes, du couvain calcifié, virus des ailes déformées. Non, je crois que je l'ai enlevé. Et nos émaux, je l'ai enlevé aussi parce que c'est évident. Alors, si vous voyez ça, vous voyez qu'il y a des petits trucs en plus qui apparaissent. Les abeilles ont du mal à operculer. Bon, ça, c'est simplement parce qu'en dessous, il y a une fausse teigne qui se promènent et a priori, on l'aura déjà détecté sur le lange. Alors, ce n'est pas forcément dramatique. Hein. S'il y en a un tout petit peu, ce n'est pas grave, la colonie saura gérer. S'il y en a beaucoup, oui, là, ça serait plus embêtant, mais c'est que la colonie est faible. Quand on voit ça, on ne s'inquiète pas. Il y a un joli couvain, il y a des larves de différents âges, il y a des réserves, du nectar, du pollen, du pain d'abeille, tout est bien. Par contre, là, moi, j'ai une colonie qui est comme ça. Il y a clairement un problème. Bon, la suspicion. Alors, est-ce que j'imagine qu'avec Covid, vous connaissez ces tests hein. En fait, il en existe aussi pour la loque européenne. Ça coûte une dizaine d'euros pour ceux qui veulent vraiment être certains que c'est de la loque européenne. Ça s'achète chez les vendeurs. Quand on voit ça, il y a une forte suspicion de loque. À nouveau, tout dépend de l'importance. Mais quand on voit ça, là, ça commence à être pas sympa. Bon, là, on appelle vite les autorités sanitaires. Il n'y a pas l'allumette, mais on sait que c'est de la loque américaine. Ça, c'est hyper contagieux. Et il y en a pas mal. Il y a des cas qui se déclarent régulièrement. Et d'ailleurs, souvent au même endroit, avec les gens aussi peu précautionneux. Ici, on voit bien pas naturel. Là, il y a du couvain calcifié. C'est clairement ce que je vous avais montré tout à l'heure. C'est un champignon. Ça se guérit tout seul, la plupart du temps, puisque c'est plutôt l'humidité, probablement des problèmes génétiques. Voilà. Moi, j'ai une ruche qui me fait ça de temps en temps.
Alors là, quand on a ce type de couvain, bon, on n'est pas trop inquiet, ce n'est pas forcément top, mais si je fais un zoom, l'œil doit être vite attiré par ces petits trucs-là. Si je fais un zoom, ben, je vois des trucs qui ne sont pas sympas. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on a probablement à nouveau de la loque européenne. Je dis bien probablement. Il faut ensuite aller regarder plus précisément. Donc, c'est clairement une ruche à surveiller parce que si ça s'amplifie, ben, ça se termine avec une baguette de soufre. Il faut être très, très clair. Je dis bien si ça s'amplifie. Bon, là, c'est pas de commentaires, diarrhée. Et puis ça, ben, on le voit. En général, le mal de mai, on le voit en ce moment, carence en protéines. C'est simplement des pollens qui sont lessivés et qui n'amènent pas toutes les protéines qui sont nécessaires. Bon, moi, j'en ai vu, on en voit assez souvent en mars-avril. À nouveau, ce n'est pas dramatique, mais ça peut vouloir dire qu'un petit candy protéiné ou une pâte protéinée, ça ne fera pas de mal. Voilà. Alors, si je prends, pour finir, la fiche technique numéro 15, la visite de printemps, il y a un certain nombre de cas, j'ai remis en forme. Vous arrivez, vous avez 4 à 5 cadres de couvain, une ponte, tout est bien. OK, pas de souci, vous faites votre renouvellement de cadre et puis en avant. Alors maintenant, ça m'est arrivé chez Véronique et Alain, on avait une ruche, enfin ils avaient une ruche d'adendicadre avec du couvain partout. Donc on a mis 2 cadres à bâtir. Et puis, il y a 10 jours, il y a un essaim qui est parti, je ne sais plus, c'était début avril. Bon, il y avait plus assez de place pour pondre. Bon. Donc, voilà, s'il y a beaucoup de monde, peut-être qu'il faut mettre une hausse, peut-être qu'il faut enlever des cadres avec des nourrices pour les donner à une ruche plus faible, voilà, en étant a priori certain qu'il n'y a pas de maladie transmise. Si vous avez une ruche avec un joli couvain, mais elle est légère, elle est sèche, et en ce moment, ça peut nous arriver. Et s'il n'y a pas vraiment de mielé parce qu'il pleut tout le temps, ce n'est pas dramatique de nourrir. Moi, je suis allé mettre un petit peu de nourriture à quelques essaims qui ont hiverné, qui étaient un peu faibles. Voilà, et donc vous analysez les autres cas. Vous voyez, une ruche lourde, des abeilles qui ne tiennent pas le cras, qui bougent, qui sont très agitées, pas de couvain d'ouvrière, mais une ponte multiple. Ça, vous savez que la ruche est bourdonneuse et potentiellement, vous avez pu le voir avant. Ce n'est pas un problème sanitaire, c'est que la reine est partie à un moment ou à un autre, et puis il n'y a pas de reménage possible. Bon, couvain en mosaïque, je vous l'ai montré. De la loque européenne, loque américaine. Bon, on est allé ouvrir les ruches à Grosbois avec Jacques Gore et puis Jacques Bloch. On en a vu pas mal. Ce n'est pas top cette année. C'est un peu mieux que les dernières. Puis après, des fois, vous avez des ruches qui patouillent, qui ont du mal à démarrer. Soit vous avez une vieille reine qui n'est plus très dynamique. Vous pouvez la renforcer, mais ça ne va pas renforcer la reine. Si c'est trop tôt, vous n'y pouvez rien parce que, sauf acheter une reine qui vient de je ne sais pas où, ce qui est quand même un peu stupide, c'est une ruche qui risque d'être condamnée. Voilà. Et puis, s'il n'y a plus d'abeilles dans la ruche, il faut analyser le pourquoi. Est-ce qu'elles sont mortes dans les alvéoles? Est-ce qu'il n'y a que des traces de couvain de mâle? Vous savez que la colonie était orpheline, etc. etc. Et parfois, il y a un apiculteur breton qui a fait le buzz avec une vidéo en accusant la terre entière. Et quand on le voyait sur sa vidéo sortir les cadres, il n'y avait que des cadres de réserve. En fait, il a trop nourri clairement à l'automne et il n'y avait absolument plus de place, voire en hiver, il n'y avait absolument plus de place laissée à la reine pour pondre. Raison pour laquelle j'ai un petit peu évoqué au début le nourrissement. Il faut nourrir, mais pas trop. Il faut isoler, mais pas trop. À chaque fois, il faut se dire
qu'est-ce que je vais produire, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence à l'intérieur de la colonie. Je crois que ça, c'est mon dernier transparent. Eh ben, c'est mon dernier transparent. 19h28, ouais, j'avais calé à peu près 1 heure, donc c'était dynamique, mais j'ai tenu le temps que j'avais prévu. Alors, dans le fichier que je vous enverrai, il y a énormément de transparents que je n'ai pas montrés, d'accord, voilà, tout simplement parce que je savais que je n'avais pas le temps. Vous les aurez dans le fichier PDF que je vais vous envoyer. Il y a plein d'informations qui vous permettront de peut-être mieux comprendre ce que je vous ai montré, d'illustrer, etc., etc. Mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas tout montrer, sinon on n'en finit plus. Y compris, vous voyez, sur les langes, il y a énormément de trucs que l'on peut voir, mais bon, les crottes de souris, on s'en fiche. Enfin bon, vous regarderez et je répondrai à toutes les questions que vous me poserez par courrier électronique, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, et s'il y a des discussions… Merci Yves, c'était très dense, effectivement. Donc, je m'occuperai de faire la distribution à tous les gens qui m'ont envoyé une demande de connexion, de façon à ce que vous soyez bien informés. Effectivement, si vous avez des questions, eh bien, essayez de bien réfléchir s'il n'y a pas la réponse dans ce document. Hein. Yves, on voit que le haut de tes lunettes. Mais oui, parce que du coup, moi, je n'ai pas regardé. Je ne me vois pas, moi. Je ne me vois pas parce que… Voilà, mais ça y est, on te voit bien maintenant. Bon, écoute, on te remercie. Si effectivement, ça a été dense. Oui, bon, c'est ma façon de faire. Hein. Moi, un petit peu difficile sur le départ. Hein. Je vous informe qu'il neige à Villiers-sur-Marne. D'accord. D'accord. Ben, écoutez… vous avez des questions, non, mais il y a peut-être 2-3 trucs. Bokeh, très bien. J'ai vu un truc du style, si on isole trop, est-ce que ça condense à l'intérieur? Ben oui. Si on isole partout, il n'y a pas de point froid et les abeilles vont avoir de la pluie qui va retomber dessus. Donc, alors, il vaut mieux… Ceci dit, cette eau de condensation, elle peut aussi aider les abeilles à dissoudre le sucre qui serait cristallisé. Mais bon, à nouveau, il ne faut pas en mettre trop. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des nourrisseurs Nico. Je n'isole pas dans le nourrisseur et je constate qu'il y a plein d'eau. L'eau se condense sur cette zone froide, mais au-dessus de la ruche. D'accord. Bon, il reste que les principes généraux, hein, c'est de ne pas s'amuser à faire cette visite de printemps si la température extérieure est inférieure à 17 degrés. Non. Hein? Moi, je dis plutôt plus près de 20. Il ne faut pas oublier que le couvain doit être à 35 degrés. Si on prend son temps pour examiner les cadres de couvain et qu'il fait à peine 20 degrés, qu'il y a un peu de vent, je peux vous dire que les larves, elles en prennent un coup. Et puis, les larves qui en prennent un coup, les nymphes, eh bien, c'est des abeilles qui seront moins efficaces. Hein. La biologie de l'abeille permet de le dire. Donc, voilà, il ne faut pas trop perturber. Et on n'ouvre pas tous les jours. On ouvre de temps en temps, et quand il y a besoin. Pas plus. C'est frustrant, on a envie d'ouvrir, surtout au début. Ben non, on n'ouvre pas. D'autant que, comme tu nous as décrit aussi quelques cas particuliers, à l'ouverture, 7-8 cadres de couvain, c'est tout de même la porte ouverte à très rapidement un excès de population, donc un essaimage. Sauf que là, depuis 15 jours, il ne fait pas très beau. On peut se dire que, c'est un peu le pari que je faisais, qu'une ruche fortement peuplée, donc n'a plus beaucoup de place pour la reine pour pondre, elle va manger des réserves, donc ça va libérer de la place. Et donc, le mauvais temps, des fois, c'est utile d'avoir du mauvais temps. Il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, mais c'est pas… Là, ce qui nous arrive, ce n'est pas dramatique si à partir de dimanche, lundi, il se remet à faire beau. Voilà, moi, faut aussi voir les choses comme ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment
bien analyser ce qui se passe dans la ruche, qui est vraiment un peu compliqué parce qu'il y a plein de phénomènes couplés. J'insiste, hein, les cadres, vous les remettez dans le même sens, à peu près au même endroit. Il se passe plein de choses sur un cadre, hein. Il y a des ventileuses qui ne sont pas n'importe où, il y a les danses du ventre. Les danses ne se font pas n'importe où, il y a des zones qui sont marquées. Donc, si vous, ne serait-ce que de retourner le cadre, vous perturbez les abeilles et elles doivent retrouver leur équilibre. Et nous, on s'en fiche, on ne le voit pas. Mais elles, ça les perturbe. C'est pour ça que les pros vont très, très vite. Évidemment, on n'est pas pro, mais il faut s'habituer à aller assez vite. D'un autre côté, il faut avoir l'expérience. Au début, ce n'est pas facile de reconnaître tout ce que tu nous as montré. Il faut y passer du temps, mais pas trop de temps. Oui. Oui, mais avec les cas que j'ai sélectionnés, très sincèrement, c'est à peu près ce qu'on a, ce qu'on essaie d'avoir. Donc, déjà, c'est quelque chose qui permet de comprendre un tout petit peu. Le lange, c'est vraiment super important, hein. On voit les écailles de cire depuis que je sais qu'on peut les voir, parce que je suis comme tout le monde, hein, il n'y a pas longtemps que je les vois, je les vois. Ça brille. En plus, c'est un peu comme de la nacre. Donc, on les voit très, très bien. Ce n'est pas mystérieux, ça se voit. Donc, il y a des abeilles. Quelques présents voudraient poser des questions. Vous ouvrez votre micro et vous posez la question rapidement. On ne va pas s'éterniser. Oui, moi, bonsoir à tous. André, j'ai posé une question. Je me pose la question de savoir s'il est possible, dans le cas où ça s'avère nécessaire, de réaviver des lanières de traitement et de les poser dans les ruches pendant une dizaine de jours, voire 2 semaines. Écoute, pour ne rien te cacher, avec Jacques, avec les deux Jacques, dans la visite qu'on on a ouvert toutes les ruches, je crois, du syndicat à Grosbois. À Grosbois, oui. Il y en a une ou deux où, franchement, une forte suspicion de… Je me demande si on n'a pas vu des ailes déformées. Et je ne sais pas si les lanières ont été mises ou un petit coup d'acide. Je ne sais plus ce qu'on a dit, si on faisait un petit coup de dégoûtement d'acide oxalique. Oui, je crois qu'à un moment donné, même si on sait qu'en présence de couvain, l'acide oxalique ne pénètre pas patati patata, il vaut mieux… de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est savoir que si on met des lanières, il faut les enlever vite. Bon, si on met de l'acide, ce n'est pas un problème. Derrière, on aura la mielée, il n'y a pas de souci. Voilà, mais… On les enlève avant de mettre les hausses, ça c'est clair. Ah oui, et puis surtout, je vois trop, c'est un truc, je ne l'ai pas montré, mais si vous regardez la récupération de la cire par le rouge, qui est franchement certainement un des ciriers qui fait bien son boulot. Quand vous regardez, c'est pas la photo du bac à cire de le rouge, quand vous regardez les bacs, ils reprennent de la cire qui est comme ça. Pour moi, c'est de la cire bien polluée, dégueulasse. Là-dedans, il y a 50 saloperies, et ça, c'est plus propre. Qu'est-ce qu'ils en font de ça? Je n'en sais strictement rien. Peut-être des bougies. Moi, je ne fais que dire aux gens, n'achetez pas des bougies en cire. Vous allez polluer votre air intérieur. Je ne comprends pas qu'on puisse oser recycler de la cire de corps. D'un côté, on parle du bio, pas de pesticides, etc. Et là, on se pollue l'air intérieur. Je ne sais pas, moi, c'est du bon sens. On sait que c'est plein de cochonneries. Eh bien, on vire les cochonneries et on met quelque chose d'un petit peu plus propre. Après, on pourrait discuter sur comment faire pour faire un peu de collectif sur nos cires, etc. Mais c'est vraiment fondamental. Ça, j'insiste beaucoup. Et puis, ne soyez pas naïfs. La cire bio à 40 € le kilo, elle est un peu plus bio, mais elle est surtout pleine de cochonneries. Alors, il y en aura un peu moins, mais il y en aura. Pour ceux qui suivent Léandre sur la saison aux abeilles, il a fait une vidéo il n'y a pas très, très longtemps et il fait ce constat-là, que les cires, c'est vraiment plein de cochonneries. Des questions?
Aucune? Eh bien, je crois qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Yves. Hein. Pas de souci. La suite des opérations, chacun chez soi va réaliser, s'il n'a pas déjà commencé, des visites sans aller trop vite, sans aller trop lentement. Et je vous souhaite à tous un bon début de saison. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée. Je vais Merci couper le signal. beaucoup. Désolé. Bonne soirée. Merci Bonsoir, pour merci. Merci à tous. Lundi, il fait beau. Oui, là aujourd'hui, je peux vous dire, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai de la neige qui tombe chez moi. Oui, c'est ce que je Je vous ai dit. confirme. Je confirme. Sur Marne, il neige. Merci. Un gros flocon. Voilà. Bon, Ça y est, je vois tout il le monde. faut espérer que les jours meilleurs arrivent, la température remonte et qu'elles vont bien se développer. Mais attention, n'oubliez pas que le frelon asiatique, il est là. Ah, il est déjà là, oui. C'est vrai, vous en avez vu, je n'en ai pas encore vu un seul, moi. 7 piégés 7. Il y a un gros nid sur le Révillon. Oh il est mort.